Je vis dans le petit village de Boldon, en bordure des Highlands écossais, depuis 67 ans. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont expliqué que j'étais née dans un village encore plus petit, situé plus au nord. Mais je n'en garde aucun souvenir. Pour être honnête, je n'ai jamais imaginé une seule seconde habiter ailleurs qu'à Boldon. Je ne connais pas d'autre endroit aussi beau sur Terre. La route principale du village serpente le long de la côte. Elle est bordée de chaque côté par des bâtiments en pierre grise. Des petits bateaux de pêche parsèment le bord de mer. Et chaque jour, ou presque, des musiciens jouent de la cornemuse et de l'accordéon, pendant que l'on sert du homard frais et du haggis dans les restaurants. Ma maison se trouve à environ 25 minutes en dehors de la ville. Elle est isolée, perdue dans l'une des dernières forêts qui bordent les collines vallonnées des Highlands. C'est une petite maison parfaite pour moi. Les seules personnes qui passent par ici sont des touristes. Une odeur de feu de cheminée flotte en permanence dans le salon. Tous les meubles, ou presque, de cette maison ont une histoire. Mon grand-père a fabriqué le rocking chair en chêne qui se trouve auprès de la cheminée lorsqu'il était jeune. Ma grand-mère a acheté le canapé aux motifs floraux lors d'un voyage à Édimbourg, peu après la guerre. Ma sœur m'a offert la table à manger lorsqu'elle est revenue vivre en Écosse, après avoir passé la majeure partie de sa vie d'adulte à l'étranger. Je vis dans cette maison depuis plus de 60 ans, mais pas un seul jour ne passe sans que je voie quelque chose qui me rappelle mon enfance. J'étais dans cette maison quand j'ai perdu ma première dent. C'est ici aussi que j'ai eu mon premier petit copain à l'âge de 16 ans et que j'ai connu ma première rupture à 17 ans. Il y a quelques nuits, une violente tempête s'est levée. J'avais décidé de me préparer une tasse de thé à la camomille en attendant qu'elle passe. J'étais assise dans le rocking chair à côté de la cheminée, ma tasse de thé entre les mains, et je repensais à ma jeunesse. Dehors, la tempête s'intensifiait. C'était l'une de ces nuits où même les oiseaux et les souris n'osaient mettre le nez dehors. La pluie tambourinait contre le toit en métal de la maison et contre la bâche qui recouvrait le tas de bois à l'entrée de mon allée. Soudain, quelque chose a cogné contre la maison. J'ai arrêté de me balancer sur mon rocking chair, l'oreille tendue. J'ai pensé que quelque chose s'était envolé dehors. Le cognement a repris de plus belle, cette fois plus distinctement, contre la porte d'entrée. Je me suis levée et je me suis dirigée vers le bruit. Je n'avais reçu personne depuis 1 mois et aucun être sensé n'aurait osé s'aventurer dehors par une nuit pareille. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour distinguer 2 personnes devant moi. Elles portaient toutes les 2 un imperméable jaune et leur capuche leur tombait devant les yeux. L'homme avait une barbe foncée qui pendait sous son manteau et la femme avait de longs cheveux bruns emmêlés à cause de la pluie. Elle a tiré sa capuche en arrière pour me laisser voir les traits sombres de son visage. « Notre voiture est tombée en panne. » Je leur ai fait signe de rentrer. Puis j'ai refermé la porte derrière eux, avant même qu'elle n'ait eu le temps de finir sa phrase.
Que faites-vous dehors par une nuit pareille ? Leur ai-je demandé. Je vais vous débarrasser de vos manteaux. Notre voiture est tombée en panne à environ 1 kilomètre d'ici, a répondu la femme. Et nous n'avons pas de réseau. J'ai pris leurs manteaux pour les secouer. Leur pull était complètement trempé. Alors, je suis allée dans la chambre d'amis pour leur trouver quelques affaires sèches à enfiler. Puis, j'ai pris leurs vêtements mouillés pour les mettre à sécher à côté de la cheminée. Ils ne devaient pas avoir plus de 25 ans et ils parlaient avec un accent anglais. Vos mères ne vous ont-elles jamais appris que vous risquiez d'attraper un rhume en vous promenant dans des habits mouillés ? Leur ai-je demandé pendant que je mettais de l'eau à chauffer sur le feu. J'étais justement en train de me dire que même les oiseaux et les souris n'oseraient pas mettre le nez dehors par ce temps. L'homme m'a expliqué qu'il avait roulé dans un nid de poule 1 heure plus tôt. De l'huile avait commencé à fuir de leur voiture, mais lorsqu'ils s'en sont rendus compte, le moteur était déjà serré. Ils se rendaient à Bolden, de retour de leur voyage dans les Highlands. Eh bien, vous y étiez presque, leur ai-je dit. Encore 25 minutes et vous arriviez dans l'allée de votre maison d'hôte. J'ai mis une nouvelle bûche dans le feu avant de m'essuyer les mains sur un chiffon suspendu à côté du foyer. Je leur ai proposé d'appeler un dépanneur, tout en sachant qu'il mettrait du temps à arriver. Il n'y a qu'un seul camion en ville, et par une telle nuit, je ne savais pas si son propriétaire aurait très envie de s'aventurer dehors. Ils m'ont remercié et je leur ai tendu à chacun une tasse de thé avant d'appeler le garage en ville. Après avoir accroché, je leur ai expliqué que le dépanneur ne serait pas là avant au moins 1 heure, mais qu'il pouvait attendre ici aussi longtemps que nécessaire. « Merci pour votre accueil », a répondu la jeune femme. « Vous avez une charmante maison », a-t-elle ajouté. « J'adore cette peinture. » Elle pointait son doigt vers un tableau représentant Bolden, vu depuis les montagnes avoisinantes. « Merci », lui ai-je répondu, en ajoutant que j'avais peint ce tableau il y a très longtemps. La jeune femme a déplié une couverture sur ses genoux et son compagnon a passé son bras par-dessus son épaule. Ils m'ont raconté qu'ils venaient tous les deux de Londres et que c'était leur premier voyage en Écosse. « J'ai vécu ici toute ma vie », leur ai-je répondu. « Pour rien au monde, je ne quitterai cette région. » « C'est un endroit magnifique », a admis la jeune femme. « Je suis ravie que nous soyons tombés sur votre maison. Si nous avions continué à rouler, nous aurions sûrement dû marcher pendant des heures. » Je leur ai souri. « Vous n'aurez rien eu à craindre. Les géants des Highlands vous auraient aidé à trouver votre route. »« Les quoi ?» a demandé l'homme, avant de jeter un regard curieux à sa compagne. « Vous n'avez jamais entendu parler des géants ?» leur ai-je demandé, tandis qu'un craquement bruyant s'échappait du feu. Ils ont tous deux secoué la tête, et je me suis mise à rigoler. Je me suis installée confortablement dans mon rocking chair en croisant mes mains sur mes genoux. Il fallait que je leur raconte la légende des géants des Highlands. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire que je tiens de mes parents, qui eux-mêmes la tenaient de leurs parents. Il y a très longtemps, en plein cœur des Highlands écossais,
une communauté vivait totalement coupée du monde extérieur. Elle vivait sur les rives de la mer du Nord, nichée dans une crique cachée par un archipel. Les marins qui passaient au large ne voyaient que des îles rocailleuses et les montagnes au loin. Les seules personnes qui connaissaient la ville étaient celles qui y habitaient. Cette communauté était spéciale. Elle n'abritait pas seulement des hommes, mais aussi des géants des Highlands. Personne ne savait d'où venaient les géants, car de mémoire d'hommes, ils avaient toujours vécu ici. Les géants eux-mêmes ne connaissaient pas vraiment leur origine. Même s'ils vivaient beaucoup plus longtemps que les humains, près de 300 ans, aucun d'eux ne se rappelait avoir vécu ailleurs que dans ce village. Ils ressemblaient aux humains, à ceux-ci près qu'ils avaient des bras et des jambes démesurément longs. Les plus grands d'entre eux mesuraient près de 3,50 m et pesaient plus de 500 kg. Même les enfants, dès l'âge de 5 ans, étaient plus grands que la plupart des hommes de taille moyenne. Malgré leur grande taille, les géants étaient des créatures extraordinaires qui s'entendaient très bien avec les humains. Tous vivaient en harmonie, les uns avec les autres. Les géants s'occupaient de ramener du bois au village, tandis que les humains construisaient des maisons et pêchaient du poisson pour toute la communauté. Mais ces jours heureux ne pouvaient durer éternellement. Un jour, un accident se produisit. Un géant nommé Goron revint au village avec tellement de bois dans les bras qu'il voyait à peine devant lui. Il marcha par inadvertance sur un homme et lui cassa une jambe. Une rumeur commença à circuler dans le village, selon laquelle un géant aurait attaqué un homme. Goron nia les accusations, mais la rumeur prit de l'ampleur. Les humains organisèrent en secret une assemblée publique pour décider de son sort. Les géants avaient toujours aidé les humains au sein de la communauté, mais ils restaient potentiellement dangereux s'ils décidaient d'attaquer. Et que se passerait-il si l'un d'entre eux marchait sur un enfant? Le maire du village décida que les géants pouvaient rester, mais certains villageois se mirent en tête de régler eux-mêmes la question. Ils fabriquèrent des torches, rassemblèrent leurs fourches et menacèrent les géants de brûler leurs maisons et d'attaquer leurs enfants s'ils ne partaient pas. Les géants quittèrent le village au milieu de la nuit. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait, mais ils savaient qu'ils n'étaient plus les bienvenus ici. Ils déambulèrent dans les Highlands pendant 6 jours avant de s'installer dans une vallée entourée par les montagnes. Ils décidèrent que si les humains voulaient rester tranquilles, alors ils ne leur adresseraient plus jamais la parole. Ils vivraient de leur côté dans les montagnes, cultiveraient la terre et apprendraient à pêcher. Mais les géants réalisèrent très vite que la vie sans les humains n'était pas si simple. Ils avaient du mal à préparer leur ligne de pêche et ils étaient trop maladroits pour construire leur propre maison. « Les géants sont partis ?» demanda la jeune femme. « Mais ils avaient l'air vraiment gentils, et puis ils ne faisaient pas de mal aux humains ?»« Voulez-vous une autre tasse de thé ?» leur ai-je demandé. Ils ont acquiescé tous les deux, et j'ai pris leurs tasses pour aller les remplir dans la cuisine. Je leur ai rendu leurs tasses pleines
avant d'appeler le garage pour savoir si la dépanneuse était en route. L'homme à l'autre bout du fil m'a indiqué que le trajet allait prendre une vingtaine de minutes de plus que prévu. Lorsque je suis revenue dans le salon, l'homme était assis sur le canapé et la jeune femme était en train d'observer un tableau des Highlands que j'avais peint de nombreuses années plus tôt. La dépanneuse sera là dans une vingtaine de minutes, leur ai-je annoncé. Aimeriez-vous entendre la suite de l'histoire ? Bien sûr, répondit la jeune femme. Elle s'est assise sur le canapé à côté de son compagnon, qui a passé son bras autour d'elle. Alors, j'ai repris mon histoire. Les géants développèrent leur communauté pendant 1 siècle, jusqu'à ce qu'elle devienne plus grande que le village dans lequel ils vivaient avec les humains. Dans le village des hommes, 3 générations avaient vu le jour. Il ne restait personne qui se rappelait du temps où les géants vivaient avec eux. On n'entendait plus parler d'eux que dans les histoires, qui finissent par devenir des légendes. Un mois de septembre, la pluie tomba tellement que tous les géants s'accordèrent à dire qu'ils n'avaient jamais connu un mois aussi pluvieux. Il pleuvait presque tous les jours, et les flancs des collines étaient couverts de boue. Lorsqu'il ne pleuvait pas, les vallées étaient plongées dans un brouillard si épais qu'on ne distinguait même pas ses pieds. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, Goron fut surpris par une grosse averse de pluie. Le vent soufflait à travers les arbres, et la pluie qui lui fouettait le visage l'empêchait de voir à plus d'1 pied devant lui. Soudain, il entendit une voix crier à l'aide, près de lui. La voix semblait être celle d'un enfant humain, mais le géant ne savait pas d'où elle venait. Puis, l'enfant cria de nouveau. Goron regarda vers le bas. À cause de la pluie, le sol de la forêt s'était effondré, créant un trou de plus de 2 mètres de profondeur. Un petit garçon était bloqué dans le trou, couvert de boue jusqu'au visage. Goron lui tendit un bras de près de 2 mètres et le hissa hors du trou. L'enfant, qui sanglotait, se mit à crier en voyant le géant. Goron le calma en lui racontant des histoires sur le temps où les géants et les humains vivaient ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent dans le village des géants, l'enfant avait déjà arrêté de pleurer. Il pleuvait si fort qu'il était impossible pour Goron de le ramener au village des humains. Le garçon vécut avec les géants pendant 1 semaine. Puis le ciel se dégagea et le soleil commença à sécher les collines. Les géants décidèrent de ce qu'ils devaient faire du garçon. Certains voulaient le laisser retrouver seul sa route, car ils avaient juré de ne plus jamais entrer en contact avec les humains. Goron expliqua aux autres qu'il voulait le ramener jusqu'à chez lui, mais aucun d'entre eux n'était prêt à l'accompagner, de peur de se faire attaquer par les humains. Des rumeurs circulaient selon lesquelles les humains avaient maintenant des armes beaucoup plus développées qu'avant. « C'est triste, » dit la jeune femme. Quelqu'un a frappé à la porte et j'ai mis de côté la couverture qui était sur mes genoux pour me lever. Je n'ai pas eu de visiteurs depuis des mois et voilà qu'on frappe 2 fois à ma porte en une seule nuit. Lorsque j'ai ouvert la porte, un visage familier est apparu. C'était Jack, le garagiste,
Nous allions à l'école ensemble quand nous étions enfants. Je lui ai montré les 2 personnes assises sur le canapé en lui expliquant ce qu'il s'était passé. « Très bien, on dirait que vous êtes libre », ai-je annoncé au jeune couple après avoir demandé à Jack de les ramener en ville. « Pouvez-vous nous raconter la fin de l'histoire avant ?» demanda la jeune femme. « Ce serait dommage de partir sans en connaître le dénouement, s'il vous plaît. » Jack s'est mis à rigoler et m'a demandé quelle histoire j'étais en train de leur raconter. Lorsque je lui ai répondu, il a enlevé ses chaussures. Il s'est assis sur un fauteuil à côté du canapé et a posé ses pieds au bord de la cheminée. Je me suis réinstallée dans le rocking chair et j'ai tiré ma couverture sur mes genoux. Goron tint sa promesse et ramena le garçon jusqu'au village des humains. Il lui fallut plus d'1 semaine pour le trouver, mais une grande amitié se forgea entre le garçon et le géant pendant leur voyage. Lorsqu'ils arrivèrent aux abords du village, ils croisèrent un groupe de 3 pêcheurs en train de préparer leur bateau au bord de la mer du Nord. Les pêcheurs observèrent le géant avec stupeur. Ils lâchèrent leurs outils et coururent au village. Lorsque le géant arriva aux portes de son ancien village, il constata que le lieu avait beaucoup changé en 100 ans. Il était désormais entouré d'un mur en pierre qui était encore plus grand que lui. Des hommes se tenaient sur le mur, leurs arcs pointés sur lui. Ils lui demandèrent de laisser le garçon. Goron posa l'enfant au sol, mais celui-ci ne partit pas en courant vers le village, comme il s'y attendait. Au lieu de cela, il se mit à pleurer et lui expliqua qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Il voulait rester avec les géants pour toujours. Le garçon serra la jambe de Goron sans vouloir le lâcher, jusqu'à ce que le géant s'agenouille pour l'enlacer à son tour. Les hommes baissèrent leurs armes, confus, et ouvrirent les portes du village. Une femme se précipita en pleurs vers eux, arracha le garçon des mains du géant et repartit en courant vers le village. Goron fit un dernier geste de la main aux humains avant de faire demi-tour pour rejoindre sa communauté. 1 semaine plus tard, un groupe d'1 dizaine d'hommes arriva au village des géants. Ils n'étaient pas armés et tremblaient de peur en entrant dans le village. Ils expliquèrent aux géants que leurs ancêtres avaient commis une erreur et qu'ils étaient prêts à les accueillir de nouveau dans leur communauté. Ils leur offriraient tout le poisson qu'ils voudraient et les aideraient à construire leur maison s'ils acceptaient de revenir. Les géants répondirent aux humains que leurs ancêtres avaient peut-être raison et que c'était peut-être mieux qu'ils vivent chacun de leur côté. Ils ne voulaient pas revenir vivre avec eux, mais ils les protégeraient et aideraient ceux qui se perdraient dans les montagnes à retrouver leur village. En échange, les hommes promirent aux géants de revenir 1 fois par an avec assez de poissons pour nourrir leur communauté pendant 1 mois. « Je suis contente que cette histoire se termine bien », a dit la jeune femme. « Les habitants de la région vont-ils toujours rendre visite aux géants ?»« C'est ce que raconte la légende, » ai-je répondu. « Nous organisons un festival chaque mois de septembre pour célébrer les géants qui veillent sur nous. Peu importe où vous êtes tombé en panne, je suis sûre qu'ils vous auraient aidé à retrouver votre chemin. Ils sont comme nos anges gardiens. »
Les 2 touristes ont souri et se sont levés. Ils ont remis leurs vêtements et je les ai raccompagnés avec Jack jusqu'au porche de la maison. Je leur ai souhaité bonne chance pour le reste de leur voyage, pendant qu'ils remettaient leurs chaussures. Ils m'ont remercié pour le thé et pour mon hospitalité. Jack m'a remercié pour l'histoire avant de tirer sa capuche sur sa tête et de guider le jeune couple sous la pluie. J'ai mis une nouvelle bûche dans le feu. Je me suis assise dans mon rocking chair et j'ai tiré une couverture sur mes genoux. Le feu crépitait dans la cheminée et la pluie continuait de taper contre le toit en métal de la maison. Les yeux fermés, j'ai souri en pensant au géant, tout en me laissant emporter par le sommeil, bercé par les mouvements de mon rocking chair.